Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va se poser des questions et notamment sur l'avenir de la bourse et un peu les performances que la bourse va faire sur l'année 2024. Alors aujourd'hui, on est fin janvier et ce que je remarque moi, c'est que mon portefeuille n'a quasiment jamais été aussi haut, donc avec plus de 17%. Et moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Alors je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai investi depuis 2021 et donc on voit hein, les hausses, les baisses, mais ce qu'on voit surtout, c'est que actuellement, on n'a jamais été dans une crise, en tout cas dans une situation géopolitique et macroéconomique aussi complexe. Je vais pas dire catastrophique, mais complexe, puisqu'elle est assez délicate. Mais on voit qu'on a des entreprises qui ont explosé, comme Broadcom, qui a pris plus de 110% depuis que je l'ai. Nvidia, 172% depuis que je l'ai. Elle a pris voilà, 4% en un jour. Elle a pris 20% en un mois. En un an, elle a pris 252%. Et en 5 ans, elle a pris 1500%. Voilà, moi je trouve que c'est un peu démesuré. Donc, est-ce que le marché actuellement, il est survalorisé? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une bulle? Notamment, donc je vous ai dit que la géopolitique, c'était pas du tout ça. Pour faire un petit rappel, hein, là ça va faire 365 jours, donc ça fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Là ce qu'ils disent c'est que l'Ukraine triomphera de la terreur russe, dit Zelensky. Bon ça on sait très bien que c'est faux, hein, ça fait un an, tout ce que malheureusement les Ukrainiens ont reçu ce sont des bombes. On devait faire, enfin Bruno Le Maire devait faire plier l'économie russe. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'est absolument pas le cas. Donc là, on voit bien que c'est une guerre interposée entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Donc malheureusement pour les Ukrainiens, ils sont pris entre... c'est une guerre par opposition, ils sont pris entre deux feux, entre deux blocs. Ensuite, on a eu quoi récemment? On a eu la guerre, oui, on a eu les attentats donc, du 7 octobre. Enfin, on a commencé à en parler, hein, puisque la guerre, elle existe. Enfin, la guerre, c'est plutôt un bombardement à sens unique d'Israël sur la Palestine depuis presque un demi-siècle. Mais là, ce qui a changé, c'est qu'il y a un risque d'embrasement, justement, hein, élargissement et d'embrasement avec le monde arabo-musulman vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine et notamment à Gaza. Donc ça joue énormément hein, dans les tensions géopolitiques, notamment avec l'Arabie Saoudite, qui est le leader mondial niveau pétrole. Et il y a aussi maintenant le risque, vous savez qu'en plus cette année, donc en 2024, je crois qu'il y a 60% de la population mondiale qui va devoir aller aux urnes pour élire le nouveau président, enfin leur nouveau président. Donc c'est une année assez particulière. Et là, on a eu Taïwan, du coup, donc il y a la Chine qui a fait une démonstration de force à la suite de l'élection de William Lei. Donc je pense que c'est le nouveau ministre ou alors le nouveau président de Taïwan, qui ne devait peut-être pas être en faveur de la Chine, alors j'ai pas trop suivi. Mais du coup, on voit que la Chine a envoyé 24 avions et 5 navires chinois ont été détectés dans les environs de l'île. Donc voilà, donc il y a aussi le risque, on va dire, du Big Brother chinois qui veut réunifier la Chine et Taïwan. Donc ça va être aussi un risque potentiel hein, de guerre mondiale notamment. Tout simplement parce que les États-Unis laisseront jamais faire ça, puisque comme vous le savez, hein, Taïwan c'est les semi-conducteurs, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est un peu la nouvelle ruée vers l'or, en tout cas après la NASA contre l'URSS avec les États-Unis pendant la guerre froide, là ça va être l'intelligence artificielle. Donc il y a un vrai risque. Et ce qui nous amène justement avec le S&P 500, parce qu'on voit que justement le S&P 500, on dit que le marché, bon là je vous ai dit que le marché avait explosé, mais c'est pas du tout vrai. C'est uniquement les 7 magnifiques, donc Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla et Nvidia. Et comme vous pouvez le voir, hein, elles interviennent toutes dans le même secteur, donc la technologie oui, mais surtout l'intelligence artificielle. Nvidia c'est un constructeur de semi-conducteurs. Et donc on voit que sans ces 7 là, le S&P 500 il fait 2%. Le S&P 500 avec, il fait 12%, mais sans les 7 là, il fait 2%. C'est-à-dire que ça, c'est les 493 autres entreprises, elles ne font rien, elles font du surplace depuis un an. Et ça, c'est trompeur, parce que justement, le pauvre gars qui s'était dit, je vais prendre un ETF pour me diversifier, pour m'exposer aux 500 plus grandes entreprises, il voit qu'en fait...
sans les 7 là, il ne fait rien. Donc il est content parce que au lieu d'avoir un ETF qui fait 2%, il en a un qui fait 12%, mais il y a un énorme risque. Et ce risque, c'est justement la concentration. Et on peut le voir ici. Donc en fait, la concentration, on voit que là, on peut limite avoir une bulle. Là, on voit que... donc ça, c'est le graphique qui montre que la concentration des 5 plus grosses lignes sur le S&P 500. Et on voit qu'en 2000, le S&P 500, il était à plus de 17% de concentration. Les 5 plus grosses lignes représentaient 17% du S&P 500 en 2000. Il s'est passé quoi en 2000? La crise de la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet. Et là, on est sur des niveaux aujourd'hui... Enfin non, c'était en 2020, donc c'est-à-dire que là, on est encore plus haut. On était à 20% en 2020. 20%. Donc voilà, donc il y a un réel risque et on sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc voilà, donc moi personnellement, je pense que là, le marché devient haut, beaucoup trop haut en tout cas sur ses valeurs, puisqu'on a vu que le reste n'avait pas fait grand-chose. Alors pourquoi le secteur est aussi valorisé? Ça s'explique par la hausse des taux et notamment la projection de taux d'inflation annuel aux États-Unis. Donc on sait que là récemment, je pense que tout le monde est au courant, il y a eu une énorme hausse des taux, puisque l'inflation a commencé à faire rage et du coup la BCE et notamment la Fed, puisque la BCE suit la Fed, la BCE, Banque Centrale Européenne, qui suit la Fed fédérale, je sais plus quoi, donc c'est l'Amérique. Donc ils ont tous augmenté leurs taux puisque l'inflation faisait rage. Et du coup, la prévision, c'est qu'en 2025, 2026, 2027, enfin voilà, dans les années qui arrivent, taux d'inflation baisse. Donc ça reste une prévision. Ça, c'est ce que le marché price. Donc justement, comme les boîtes tech, elles ont énormément besoin de cash, justement pour investir dans la R&D, la recherche et développement. En gros, elles sont, on va dire, quand même assez dépendantes des taux d'emprunt. Et donc les taux d'emprunt qui sont corrélés avec les taux d'inflation, enfin on va dire plus l'inflation augmente, plus les taux augmentent. Et donc si l'inflation baisse, les taux baissent. Et donc c'est pour ça qu'on va dire le marché price, en fait le marché se dit puisque l'inflation va baisser, les taux vont baisser et du coup les boîtes pourront emprunter à taux faible et du coup il n'y aura pas de problème vis-à-vis de ça. Mais ça reste des prévisions. Et ça on peut le voir notamment avec Zuckerberg, donc le patron de Meta. Et on voit que de novembre à décembre, donc sur les 2 derniers mois, il a vendu pour près d'1,5 milliard d'actions Meta. Donc ça veut dire clairement que là, il prend des bénéfices. Il sait que c'est au plus haut. Et donc, justement, il commence à vendre pour anticiper une probable baisse. Alors pourquoi il fait ça? Alors ça peut s'expliquer, hein. Moi j'ai pas la science, mais on peut trouver quelques pistes. C'est que notamment le Meta, donc tout ce qui est Meta, Apple par exemple, ils vendent des produits. Ils sont énormément valorisés, c'est que le marché attend qu'ils génèrent des profits, donc qui vendent beaucoup. On peut prendre le cas Apple qui vend des iPhones dans le monde entier, mais qui achète des iPhones, c'est, on va dire, le consommateur moyen, enfin moyen plus, ceux qui sont prêts à mettre 1800 € dans un téléphone. Mais voilà. Et sauf qu'on voit que le taux d'épargne personnelle aux États-Unis, il est en train de chuter. Donc là, on voit qu'il a énormément augmenté en 2020, puisqu'il y avait, la crise Covid, tout le monde était chez soi, donc personne dépensait, donc forcément le taux d'épargne, il a augmenté. Mais on voit que depuis, ça a très fortement baissé ici. Et on voit que depuis 2014, on est en dessous du taux d'épargne moyen. Donc les ménages américains n'ont plus d'argent. En tout cas, ils ont beaucoup moins d'argent pour investir, ou acheter, ou même survivre. Ça peut s'expliquer notamment par ici. Alors, ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une baisse de crédit, puisque forcément les taux ont augmenté, donc les gens n'étaient plus solvables. Donc ils ont arrêté d'emprunter. Donc baisse de la demande de crédit touchait également l'immobilier, donc le secteur le plus impacté par la hausse des taux, forcément, comme on vous l'a dit. Donc là, c'était les entreprises, il me semble. Crédit d'entreprise, voilà. Chute aux États-Unis, donc ça a chuté de plus de 50%. Donc en 2023. Donc ce qui est énorme, mais ça touche aussi le crédit immobilier. Forcément, tout le monde se finance à crédit, et on peut voir ça sur Realty Income par exemple. On voit que sur les 6 derniers mois, ça a descendu de 5%, mais on est allé jusqu'à moins 20%, moins 21%, parce que Realty Income, c'est une foncière qui achète de l'immobilier, et du coup, qui doit sans cesse renouveler sa dette, faire rouler sa dette, et forcément, si elle prend avec des taux variables, ou même des taux fixes, mais que les taux ont pris 5, 7, 8%, forcément, c'est plus rentable.
Donc voilà. Donc le crédit, il n'y a pas que le crédit immobilier. Donc les montants d'emprunt par les Américains pour s'acheter une voiture, donc des crédits auto et crédits à la conso, n'ont jamais été aussi importants. Rien que dans ces deux compartiments, les Américains cumulent une dette de plus de 2,5 milliards. Donc on voit voilà, on avait vu tout à l'heure le taux d'épargne. Il a plus d'épargne, donc il emprunte à crédit. Il n'a pas le choix. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est percentage of consumer balance moving current. Donc là, en fait, c'est précisément au moment où la dette atteint un niveau historique élevé que l'on constate une inflexion des retards de remboursement et des crédits en cours. Donc ils se sont endettés à taux variable. Et maintenant, comme les taux ont augmenté et que leur crédit est indexé à la hausse des taux, ils n'arrivent plus à rembourser. Les retards de remboursement sont inférieurs à ceux observés lors de la crise financière de 2008, mais il augmente à un rythme qui s'accélère et qui pourrait devenir très rapidement problématique. En plus, ils s'endettent sur donc, des crédits auto, des crédits à la conso, ils ont leur crédit immobilier, mais ils ont aussi leur crédit étudiant. Là-bas, ils s'endettent sur 50, 100 000 euros, enfin 100 000 dollars, faire des études. Donc là, on voit justement dans le secteur du crédit auto, le taux de délinquance approche celui de 2008. Donc le taux de délinquance, je pense que c'est le taux de retard de paiement, où justement, ils ne payent plus. Mais c'est dans le secteur du crédit de la consommation que la situation est le plus dégradée. Le taux de délinquance vient de battre un record historique. Et donc là, on peut le voir justement, le taux de délinquance sur les cartes de crédit émises par les banques régionales vient d'atteindre un record historique de 7,1%. Donc on voit clairement que le consommateur américain, qui est normalement le consommateur de référence pour les entreprises américaines notamment, n'arrive plus à s'endetter, n'arrive plus à rembourser son emprunt. Et donc je vois mal comment il pourrait continuer à consommer des produits comme un iPhone par exemple, qui n'est pas du tout des produits de première nécessité. Donc moi je pense que clairement là il va se concentrer sur ce qui est un peu vital, les éléments de première nécessité comme on disait pendant la crise du Covid. Donc ça va être l'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, mais aussi les éléments de nourriture. Il va se nourrir en premier, peut-être tout ce qui va être la santé, donc ça peut être des secteurs intéressants. Mais en tout cas, voilà, il va pas du tout consommer des iPhones. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, avec tout ce qu'on a vu, je pense que... alors ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être ça va peut-être pas se faire rapidement, ça va peut-être prendre du temps dans les mois à venir, mais je pense que le marché va baisser. Et c'est pour ça que j'ai préparé justement une petite enveloppe pour attendre. Et quand ce sera le bon moment, je vais pouvoir tranquillement investir, puisqu'il faut pas acheter un couteau qui tombe. On sait jamais jusqu'où ça va tomber. Donc je vais commencer à me positionner tranquillement. Et en attendant, pas oublier que sur Trade Republic, mon argent est rémunéré. Je touche 4% à l'année sur ce que j'ai et je le reçois tous les mois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, voilà ce que moi je vois avec en tout cas les éléments qui sont à ma disposition. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Maintenant, il faut savoir que même si les éléments macroéconomiques sont à la défaveur, comme on l'a vu, de la poursuite de la croissance de ces 7 magnifiques, il faut bien prendre en compte que le marché price beaucoup de choses, mais que les gérants de fonds, eux, sont obligés d'être investis, notamment sur les valeurs qui marchent, pour justifier leurs frais. Et ça s'appelle du coup le FOMO, donc Fear of Missing Out, donc la peur de rater le coche, parce qu'ils doivent justifier auprès de leurs clients le fait qu'ils justifient en fait leur gain. Donc si le marché monte et que eux, ils ont quitté les étoiles montantes, forcément, le client, il va dire, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc forcément, eux, ils sont obligés d'être investis et de continuer d'acheter à coups de milliards. Donc les marchés, en fait, peuvent très bien continuer à monter, même si c'est pas logique, comme on l'a vu avec la macro. Voilà, donc il peut y avoir une sorte de dissonance cognitive vis-à-vis de ça. Maintenant, à voir. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça va baisser? Dans combien de temps? Sur quel secteur? Voilà, donc n'hésitez pas, et puis on se dit à la prochaine dans une petite vidéo. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.